Bonjour tout le monde. Donc, c'est la dernière et finale session de Digital Act. Donc maintenant, c'est le focus numéro 3. Donc, on est très content d'avoir Gina Valentina qui vient de le festival 404, qui vient de l'Argentine. Et Carence, si vous voulez introduire Gina Valenti. Gina Valenti est artiste, enseignante, compositrice et curatrice. Née à Buenos Aires, elle vit aujourd'hui à Rosario, en Argentine. Elle est diplômée des Beaux-Arts et a fondé le Festival 404 en 2004. Il s'agit d'un festival d'art et de technologie qui se tient chaque année dans un pays différent. En novembre 2020, le festival devient entièrement numérique pour faire face à la crise du Covid-19 sous le nom de Mediademic. On va pouvoir lancer la vidéo de présentation de Gina Valenti. Hello, Vidéophone. Bonjour, je m'appelle Gina Valentine. Je viens de l'Argentine où je suis un professeur à la faculté de lettres et arts à l'Université nationale de Rosario. Je suis un compositeur, écrivain et depuis 2004, je gère le festival d'art et technologie 404 404. Donc le nom de 404 vient d'une erreur sur l'Internet et c'était choisi pour ce projet en pensant que dans les arts, une erreur devient une nouvelle possibilité. Et chaque erreur nous dérange parce que ça brise notre certainté des siècles de notre connaissance. Et chaque fois qu'on a tort, une partie de nous prouve qu'on est correct. On vit dans un système qui nous laisse des erreurs seulement quand les solutions peuvent le trouver à l'intérieur de ce système. On vit dans un système et on fonctionne dans ce système, sauf quand nous, on fait l'art. Comme j'aime le dire, l'erreur, c'est la création. 404 est le projet but non lucratif indépendant qui veut démocratiser la culture et partager des idées et l'œuvre de travail qui unit l'art et la technologie. 404 est le premier festival argentin de son type et sa particularité reste être une initiative itinérante a été présentée en 44 centres culturels, universités et des espaces publics dans 11 pays jusqu'à maintenant, Argentine, l'Italie, la Suisse, l'Espagne, la Belgique, l'Autriche, Taïwan, la Russie, Colombie, le Japon et les États-Unis. Et donc, c'est important de dire que beaucoup de ces éditions ont été organisées par des artistes avec une sensibilité importante et beaucoup d'engagement. Des milliers d'artistes, des professeurs, des chercheurs de 50 différents pays ont été partie de ce projet qui a eu de présence de 1 million de visiteurs jusqu'à maintenant. On pense des écoliers qui ne sont pas partis de ce genre d'activité normalement, qui consolidaient la mission éducationnelle et sociale de ce projet. C'est aussi remarquable le fait que l'équipe de 404 est formée par des artistes, des professeurs et des étudiants qui travaillent comme des volontaires. Chaque année, il faut confronter à des challenges avec un professionnalisme, une générosité et joie. Donc, on est convaincu que l'art est au-delà de le divertissement. Les technologies 404 est transformée dans une œuvre d'art collaborative qui devient un espace éducationnel qui encourage les personnes de repenser et de s'exprimer au-delà de leurs conditions. Je suis content d'annoncer que le 18e année du Festival 404 va commencer avec la présentation de Mediademic en tour à Vidéophone en France. France serait le 12e pays que ce projet a visité. Cette fois, vous pouvez regarder une sélection de vidéos qui ont été faites par des artistes qui font partie du dernier édition de 404 et sous le titre Mediademic. L'année dernière, c'était la première fois que 404 était online et donc on a rencontré des nouveaux artistes, 48 artistes de 22 pays et ont été choisis dans différentes zones.
Et donc, c'était incroyable de voir la force de leur production et d'apprendre comment ils ont travaillé dessus, même lors de la quarantaine. Et donc, après, il fallait penser un nouvel format pour les présenter, une nouvelle façon de capturer les attentions des personnes. Une simulation virtuelle ne peut pas remplacer l'adrénaline des rencontres face à face, surtout quand on parle des endroits interactifs, les festivals, les artistes vont rencontrer d'autres artistes dans les festivals et les gens doivent être là pour voir ces événements, ces arts. On pourrait changer ça dans un aspect positif. Donc finalement, on a fait des streamings de ces œuvres d'art avec les artistes, les making-of, avec 3 jours, avec accès gratuit, sans programmation, sans interruption, créer un vortex qui travaille comme un organisme vivant où chaque fois les personnes rentraient, ils pouvaient trouver du contenu, une façon d'être accompagnés. En dehors de la création, les esthétiques, les concepts, les manifestes et l'organisation, on était aussi impliqués dans la production des œuvres d'art qui étaient spécialement faites pour Médiamédic. Donc, les sélections de 40 minutes que vous allez voir dans Vidéoforme faisaient partie de cette transmission et consistent des vidéos qui, avec leurs différents thèmes et leurs styles, manifestent l'atmosphère de cette époque où être humain est un challenge. Au début de 2020, à cause de la pandémie qui nous a laissé confiner les citoyens partout dans le monde, le centre de nerfs des grandes métropoles est pour la première fois déserté. Mais donc seul et sans des voyageurs, les panneaux d'affichage continuent à fonctionner. Peut-être une carte postale du paysage technologique de notre époque. En pensant aux technologies, ça ne nous emmène pas toujours dans l'art. Pour la plupart des personnes, la technologie est synonyme avec la communication et le progrès. Et donc c'est synonyme avec l'accès. Et chaque fois qu'on parle de l'accès, on parle en même temps de l'exclusion. Et même si on sait que dans les nouveaux médias ont été utilisés comme des mécanismes de contrôle, donc pensons aux technologies d'aujourd'hui d'une façon non critique et pas pensable à la plupart des personnes, parce que l'impact des médias dans notre constitution est devenu invisible. Donc, pour comprendre notre relation avec la technologie, on ne doit pas sous-estimer ses origines de guerre et les corporatismes du média qui nous transforment en humains vers des utilisateurs. Le lien effectif entre les personnes et le médium est remplacer le lien affectif entre les personnes. Dans une société qui produit des consommateurs, de distinguer l'art le spectacle devient de plus en plus difficile chaque fois. Donc, comme on connaît mieux un terme plus que l'autre. Donc, les industries culturelles, comme ils sont appelés, sont des industries comme leur nom, et ils nous forment notre perception du monde. Avant qu'on le remarque, ce processus a déjà commencé à l'intérieur de nous. Donc, l'imagination culturelle crée des liens avec les personnes qui les consomment, et bien après, il leur donne leur point de vue vis-à-vis les sujets d'aujourd'hui. C'est qu'est-ce que je dis, l'idéologie de la perception. Le plus aligné une société, le plus perméable elle devient, le plus fonctionnel une société est, le plus difficile ça va être d'atteindre son émancipation. Donc l'illusion que les médias projettent dans nous-mêmes est aussi presque, on ne peut pas le questionner ou le changer, surtout que la plupart des personnes n'ont pas le temps ou des ressources conceptionnelles d'analyser ces phénomènes d'un point de vue de soi-même. Donc si on vit notre vie comme une audience, on ne peut pas quitter ce système de spectacle. En faisant ça, on saurait nous supprimer nous-mêmes. Donc on ne peut pas supprimer les spectacles. Pourquoi on fait l'art dans cette époque? Comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est qu'est-ce qu'on fait? Donc on disait avant que la seule chose qu'une machine ne peut pas faire, c'est l'art. Mais maintenant, on est moins sûr de ceci. Donc, comme vis-à-vis la condition humaine de nos époques, pour l'intelligence artificielle, les humains vont peut-être devenir des créatures mythologiques.
Donc, dans ce scénario, je pense comme l'art, comme un cheval de Troie, comme une réaction expressive dans un système oppressif, un médium pour nous réveiller, de résister et subvertir l'impact d'une puissance hégémonique. Donc, on doit transformer la réalité, on doit excéder, on doit au-delà de la réalité, et ça, c'est quelque chose que l'art peut faire pour nous-mêmes. C'est pour ça que j'ai confiance dans l'art et je crois dans les personnes. Vous êtes bienvenus de nous contacter si vous voulez faire partie de notre projet, même soit envoyer vos propositions ou être partie de l'équipe. J'aimerais bien remercier Gabriel et toute l'équipe de Vidéoform de nous avoir invités de participer dans ce super événement. Félicitations pour faire ceci possible, malgré les contextes particuliers qui nous a confinés de l'autre côté des moniteurs. J'espère vous voir bientôt. Et merci et au revoir. Okay, so now we're gonna try. Donc maintenant, on va essayer de joindre Gina Valentini en Argentine. Dans le bruit jingle classique. Hello, Gina. Bonjour Gina. Bonjour. Hello. Do you hear me? Vous m'entendez? Okay. The sound is perfect. Est-ce que vous pouvez allumer votre caméra? Est-ce que vous pouvez me voir? Non. Non, pour le moment, on ne vous voit pas. Maintenant? It's okay. C'est bon apparemment? Vous me voyez maintenant? Oh, Oui, voilà, on vous voit. Hello, with a Donc beautiful bonjour lipstick. avec votre rouge à lèvres très joli. Merci beaucoup. Okay, so thank you, Gina. Donc merci Thank you for the Gina festival for Valentini d'être venue ici et le Festival 404 pour ce petit focus sur la création lors du Covid et comme les structures culturelles s'adaptent dans l'époque de Covid. Donc j'aimerais bien votre terme, vous parler d'un vortex, donc un vortex sur le flux. That's a good description. C'est une bonne description de Festival 404. Donc, c'est une bonne description de l'édition de l'année dernière, sans doute, parce que avec Mediamemic, c'était la première fois, comme vous faites aujourd'hui, que nous, on a fait un festival complètement sur l'Internet, sur le web. Et une des problématiques qu'on a eues, c'est qu'est-ce qu'on doit faire avec autant d'œuvres d'art dans une époque où les personnes utilisent l'Internet pour les loisirs, pour le divertissement, pour le fun, pour la communication. Et c'était un challenge de réfléchir à un nouvel format qui défie cette situation. Donc, c'est pour ça qu'après avoir parlé à Scott, qu'on va rencontrer bientôt, aujourd'hui, à Videoforms, j'ai commencé à penser peut-être c'était bien de créer ce vortex, ce flux sans programmation pour que les personnes puissent nous voir comme une façon de compagnie. Il y avait tout le temps quelque chose qui se passait avec différentes œuvres d'art et chaque moment on pouvait regarder les œuvres d'art chaque moment. C'était comme la télévision, c'était comme si la télé existait toujours. Et donc beaucoup de personnes l'allument pour sentir un voix, pour sentir que quelque chose se passe. Et donc ça crée un nouvel espace donc à l'intérieur de l'environnement dont on vit dedans. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à ce flux. Et aussi parce que je comprends que les personnes maintenant, en tout cas l'année dernière, c'était pire, que les personnes peut-être ne veulent pas de prétendre que les choses ne passent pas. Et donc c'était difficile pour moi de demander l'année dernière aux artistes et aux audiences de leur demander de faire quelque chose à un certain moment. On va se rencontrer à 15 heures, par exemple. Donc, le temps a été cassé, l'espace aussi. Et je
pensais qu'on devrait penser à quelque chose de différent, une façon différente de faire les choses. C'est pour ça que je l'appelle un vortex, parce que c'est une façon c'est une petite fissure dans le mur, ou de voir qu'il est au-delà de ces plusieurs murs on a en face de nous. Et je crois qu'une des missions dans l'art, c'est de traverser tous ces murs culturels, politiques. C'est pour voir qu'est-ce qui se passera de l'autre côté. Et donc là, c'était mon idée. Donc, on a l'impression que l'art numérique est un petit village. Donc, lors de votre présentation, j'ai compris que c'est un petit village, mais en extension, donc c'est un village plus élargi quelque part. Vous parlez de nouveaux artistes et nouveaux formats. Pourquoi soudainement ces artistes sont apparus dans... Vous avez dit, vous n'avez pas de programmation parce que c'est l'idée du flux. Comment est-ce que j'ai rencontré les artistes? C'est ça que vous voulez dire? Oui. Et pourquoi pourquoi il y a autant de nouveaux artistes soudainement? Parce que donc, chaque fois qu'on fait quelque chose de différent, il y a des avantages et des désavantages. L'année dernière, parce que comme on ne pouvait pas le faire d'une façon physique, on pourrait pas le festival, on pourrait présenter plus d'œuvres d'art parce que on n'était pas dépendant sur un budget, sur les demandes, les cahiers de charges, par exemple. Et donc, ce point-là, c'était mieux dans ce point-là parce qu'on présentait plus d'œuvres. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Je ne sais pas si c'était la question, mais j'espère que j'ai répondu. Donc, c'était la vraie différence pour moi aussi, parce que sur notre appel d'offres, on a rencontré des nouveaux artistes. Dans cette façon, on était plus libre l'année dernière qu'avant, je pense. Peut-être vous pouvez expliquer le principe de ce festival. Pourquoi le choix un festival itinéraire, une année, un pays? Actuellement, notre siège social sont à Rosario, en Argentine. On vit ici, l'équipe principale vit ici et on produit ici et on enseigne ici. Mais le 404, même si ça a commencé à Rosario, vous savez, je vais vous dire pourquoi on a commencé à faire des tours avec le festival, les tournées des festivals, parce qu'on avait commencé tellement neuf qu'il fallait créer une audience. Et c'était trop cher et c'était tellement difficile à comprendre qu'après le premier festival, qui était un grand succès, personne ne pouvait croire à combien d'artistes ils sont venus à Rosario et combien de personnes sont rentrées dans les musées. Ils nous disaient qu'est-ce qu'on va faire avec ces ordinateurs, par exemple. Et donc, après ceci, on savait qu'il serait être très difficile pour garantir la continuité du projet ici, chaque année. Et donc, les artistes, au début, j'ai dit, je ne sais pas sûr si on peut continuer avec ce projet parce que c'était trop ambitieux et c'est tellement énorme. Et donc, les artistes commençaient à m'envoyer des lettres, des emails. Non, Gina, il faut continuer. Tu peux pas arrêter. Il faut continuer avec ce festival. Et donc, je dis, super, comment on va le faire? Ils ont dit, on peut le faire dans un autre pays. Donc, ça, c'est la genèse de l'idée. Le problème après c'est devenu un nouveau caractéristique du projet. Et donc, c'est pour ça. Donc, pourquoi ce très fort intérêt dans l'art et la technologie? Je crois que l'art et la technologie, ils ont une relation de long terme ensemble, même si maintenant on parle de digital numérique, les nouveaux médias, les nouvelles technologies. Donc, il y a toujours eu un roman qui était romantique, une histoire d'amour entre l'art et la technologie. Donc, et cette histoire d'amour, parce que souvent la technologie, la surprise, si art suit la technologie, la tendance, ça peut être
prendre les risques de perdre la vraie caractéristique ou pas. Donc c'est pour ça que quand je dis l'art et la technologie, je focalisais sur les I qui unit les deux termes qui les séparent, les deux choses. Et aussi parce qu'en 2004, quand on a commencé à Rosario, avant le festival était né, j'avais un projet avec Mariana Ousmane, mon partenaire à l'époque, s'appelait Astra Romance, et on a commencé à faire un appel d'offres pour voir qu'est-ce qui se passait en dehors de Rosario, en dehors de l'Argentine. Et j'étais vraiment intéressé au développement des sites web. Et quand on a commencé à recevoir ces œuvres, j'ai commencé à penser que les œuvres d'art qui étaient vraiment le plus intéressant qu'on recevait, c'était travailler avec les nouvelles technologies. Donc, après, on a dit, peut-être nous, on doit créer des situations nous-mêmes où on peut rencontrer ces personnes et ces personnes peuvent se rencontrer eux-mêmes. Et c'est là pourquoi on a commencé 404. Et c'est pour ça que 404, c'est vraiment l'art et la technologie. Au début, le premier nom du festival, c'était Festival d'art électronique. Après, j'ai décidé de le changer parce que je ne voulais pas le mot art une description comme un adjectif. Donc l'art électronique, donc art c'est l'art, donc ça marche en anglais mais pas en français. Donc l'art, tout se peut faire avec d'autres ressources, moyens comme la technologie, comme les sciences, comme la nature. Donc j'aime bien garder le art comme une entité séparée. Donc merci Gina. Donc le temps est court. Je sais. Donc, je vais peut-être garder certaines questions pour la discussion qu'on va avoir avec Regina et Scott après. Donc, maintenant, on a 5 minutes de pause pour les équipes techniques et on parlera très bientôt. Merci beaucoup, Gina. Donc, on va continuer avec la présentation des artistes. Donc, Garance, vous allez présenter Scott Hessels. Artiste médiatique, sculpteur et cinéaste américain, né dans le Michigan et résidant actuellement à Hong Kong. Sa démarche vise principalement à l'exploration des nouvelles relations entre l'image en mouvement et son environnement. On retrouve cette volonté d'exploration et de déambulation dans sa dernière création, Below Victory, à Clermont-Ferrand, place de la Victoire. On va pouvoir passer à la vidéo de présentation de Scott Hessels. Bonjour, je m'appelle Scott Hessels. Merci de m'avoir invité. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être avec vous, mais je vous envoie mes meilleurs vœux de Hong Kong. Je suis un sculpteur qui travaille avec la technologie et l'image en mouvement. C'est du cinéma, mais je suis plus intéressé par les énergies plus profondes qui, en effet, créent les films, le pouvoir qui se cache derrière ce que nous regardons. Pense ici comme le cinéma des éléments. J'ai conçu une série de sculptures qui produisent une image en mouvement en exploitant des forces naturelles. Lorsque l'eau tombe sur la sculpture de 4 mètres de haut, un ensemble de transmissions fait tourner 2 roues dans les directions opposées et un film est diffusé en utilisant l'énergie de la rivière. Un spectacle d'ombre chinoise dans lequel le vent alimente la lumière, 2 dioramas en rotation et les marionnettes elles-mêmes. En refusant les sources habituelles d'électricité, le contenu numérique, je génère la vie qui scintille sur l'écran avec d'autres énergies. Elles remettent en question le pouvoir littéral de nos médias et, par conséquent, les pouvoirs sociaux, politiques et commerciaux aussi. Donc, ils sont basés sur les premiers jouets optiques qui ont conduit à l'évolution du cinéma. Les films ont commencé ici, mais parce qu'elles utilisent la force naturelle, ces machines sont des affichages volontaires. S'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de film. En utilisant la force des pédales, le vélo fait tourner un lenticulaire. Ces sculpteurs sont aussi
fake histoire médiatique comme un vieil homme qui dit moi je me souviens quand l'époque où les films étaient proposés par des bicyclettes. Dans celui-ci, le vent fait tourner un diamant miroir rotatif qui reflète les images de l'animation. En révélant le pouvoir qui se cache derrière l'image en mouvement, il remet en question les raisons pour lesquelles la technologie et son gaspillage énergétique nous sont cachés. Cette série utilisait l'énergie naturelle directe, mais j'utilise aussi des capteurs pour mesurer les forces dans un site. Cette station de lumière a été réalisée en conduisant la célèbre route de montagne de Los Angeles avec 5 types de capteurs, mesurant l'altitude, la vitesse, la direction, l'inclinaison et le bruit du moteur. J'ai utilisé ces données pour créer un modèle de la route réelle, jusqu'au moindre nid de boule. Ce chemin virtuel contrôlait 2 lumières robotisées dans une pièce remplie de brouillard, recréant exactement le parcours de la route. Je les appelle des ouvrages de termes arbitrés en référence au mouvement Land Art qui crée des sculpteurs intégrés à leur site. Ces sculptures sont contrôlées par des capteurs mesurant le brouillard matinal qui s'éloigne de l'eau, ou des captures sur le mouvement des marées. Contrairement aux Earthworks originaux, les capteurs me permettent de connecter au site naturel sans endommager l'écosystème. Cette idée d'utiliser la détection informatique pour donner à la nature une influence partagée dans la formation d'une œuvre d'art a conduit à un programme éducatif appelé Extreme Environments. La règle, l'œuvre d'art ne peut exister sans l'apport direct de la nature. Nous avons rendu dans les sites les plus inaccessibles de la planète et nous sommes associés avec des chercheurs scientifiques travaillant dans les stations de recherche éloignées. Dans le désert de Mojave, les élèves ont vécu avec des scientifiques près de la vallée de la mort. En Antarctique, à bord du navire de recherche polaire russe, dans chaque expédition, les élèves utilisaient les mêmes capteurs que les chercheurs pour collecter les données sur un environnement menacé ou un écosystème menacé et les transformer en de nouveaux œuvres d'art média qui favorisent une meilleure compréhension des problèmes affectant le site. Nous avons travaillé sous terre pendant des semaines dans des grottes de la jungle au Vietnam qui ont découvert juste un an auparavant. Nous étions les premiers étudiants atristes à voir ces étonnantes formations souterraines. Nous avons collaboré avec les climatologues d'une station de recherche éloignée dans les îles Salomon pour étudier la montée du niveau des océans et assister à 4 éclosions des rares tortues imbriquées. Et récemment, nous avons travaillé avec des ensembles de données gouvernementales après que l'un des pires typhons de l'histoire ait ravagé la Syrie, transformant Hong Kong elle-même un environnement extrême. Le programme est une expérience éducative de renommée mondiale en matière de recherche sur les terrains basés sur les arts et chaque expédition a été suivie par des millions de personnes, ce qui permet de sensibiliser le public aux problèmes liés au changement climatique. Les capteurs créent des flux de données de sorte que d'autres flux que ceux du monde naturel peuvent également servir de moteur à la création cinématographique. Depuis 2004, j'ai créé des projets qui remettent en question les représentations traditionnelles du matériel volant au-dessous de nous sous le nom de Celestial Mechanics. Il s'agit de véritables satellites de communication entrant en contact avec l'anneau géostationnaire. Il s'agit de la première version que j'ai créée à l'UCLA pour des planétariums en forme de dôme. C'est pour ça que ces animations sont rondes. Au lieu des étoiles, mon programme de ciel nocturne a interprété les trajectoires, les comportements, les modèles de plus de 30 000 technologies aériennes. Des dizaines d'organismes gouvernementaux, scientifiques et privés ont fourni des données mathématiques brutes, la longitude, la latitude et l'altitude réelles de près de 50 technologies aéroportées, le plus souvent sous forme de texte. Nous avons tracé les flux de données dans un espace 3D, puis nous les avons stylisés. Cette section montre des satellites en orbite basse, principalement de surveillance, et je peux nommer tous les satellites ici, et leur empreinte, la partie de la Terre qu'ils observent. C'est à quel point vous êtes surveillé dans l'eau. La section la plus emblématique de mon œuvre a été réalisée par mon élève Aaron Koblin, aujourd'hui un artiste de données reconnu. Celestial Mechanics montre clairement la transition entre la visualisation de données et vers les arts de l'information qui ne faisait que commencer il y a 20 ans. Mon projet à Clermont-Ferrand commence également par un flux de données. Nous avons scanné la place de la Victoire avec le Ground Penetrating Radar, une nouvelle technologie qui envoie un signal dans la pierre et révèle les structures sous-jacentes.
Voici un modèle 3D des ruines sous la cour qui date de l'Antiquité. C'est la poésie de ces scans qui inspire le travail, pas la science. Les graphiques anamorphiques créés parlent de ce qui se cache sous chaque victoire, de ce qui doit être perdu pour que l'on puisse gagner. Récemment, j'ai exploré la possibilité de faire du cinéma avec des produits chimiques qui réagissent au changement de l'environnement, des peintures qui changent de couleur en fonction de la température, de la pollution, des motos qui changent et se souviennent de leur forme, des liquides magnétiques, des cristaux connus sous le nom de matériaux intelligents. Two shields, donc 2 boucliers, ont été martelés à la main dans du cuivre et j'ai mis un nouveau type de polymère chauffant au dos qui me permet de contrôler la température exactement entre 25 et 35 degrés. J'ai conçu chimiquement des pigments qui changeaient de couleur à ces seuils, passant de noir et de brun sombre à des roses et des verts vifs. C'est l'animation par gradient. J'utilise des comportements matériels pour représenter comment l'évolution des armes militaires qui sont passées du statut d'outils mortels et macabres de la force brute à celui de jouets, de bandes dessinées et de culture populaire. Comment les armes sont devenues des bonbons. Il pourrait s'agir d'un système d'information à faible consommation d'énergie. Ce changement de température est équivalent à la lumière du soleil sur un bâtiment. Les matériaux intelligents n'utilisent pas d'énergie, ne créent pas de polluants, sont plus durables et plus sûrs pour l'interaction avec le public que la signalisation électronique. Mon prochain projet concerne le verre intelligent. Je vais terminer par l'histoire d'une sculpture que j'ai réalisée près de chez vous, en Auvergne, il y a quelques années. J'ai conçu 5 impressions lenticulaires de grand format montées sur des cylindres rotatifs actionnés par des roues à l'eau plongées dans le courant de la rivière de montagne. Des systèmes d'éclairage simples utilisaient également le courant de rivière. Les 5 roues à aubes ont été fabriquées dans un atelier de soudure à Hong Kong, expédiées en France et installées dans la rivière. C'est une belle documentation, mais ce n'est pas vraiment la vérité. 2 jours avant l'ouverture de l'exposition, une violente tempête de montagne a traversé la région, faisant monter le niveau de l'eau et détruisant les machines. Nous avons sorti les métaux tordus de la rivière et les avons reconstruits. De retour dans la rivière, la région était ensuite bombardée de grêlons de 5 cm, brisant une nouvelle fois les sculptures. Une vague de chaleur extrême a ensuite frappé la vallée et fait fondre les tôles. Alors, lorsqu'une branche d'arbre s'est brisée dans les roues. Début août, les sculptures ont été frappées par de multiples éclairs et ont littéralement pris feu. Je parle beaucoup de travailler avec la nature, mais cette méchante petite rivière m'a craché mes œuvres d'art à plusieurs reprises. Une sculpture a une volonté de former, le besoin de décider de la forme de quelque chose. Dans tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, je laisse les forces extérieures s'exprimer, avoir un voix sur la structure de l'œuvre finale. Je partage ma volonté de former avec la nature. Mais il s'agit de 2 volontés, et cette rivière avait une idée très différente de la forme de ma sculpture. Cette bataille de volonté est partout et permet d'envisager nos problèmes de pollution de l'eau et de l'air et d'autres questions climatiques. La forme doit être une collaboration. Nous devons travailler avec la volonté de la nature si nous voulons partager cette planète. En révélant les éléments qui créent l'image au moment, mes œuvres deviennent un moyen de voir ces volontés et de révéler les véritables pouvoirs qui se cachent derrière nos médias. Merci de me laisser présenter mon travail. Pour en savoir plus, visiter mon site web. Né à Villars, en Autriche, Born a suivi une formation en graphisme, puis étudié à l'Académie des Beaux-Arts de Rome. Elle est une artiste pluridisciplinaire dont la démarche est très personnelle, exigeante et méticuleuse. Elle soulève entre autres de grandes questions autour des personnes et de leurs relations, mais aussi de la science et de l'amour. Sa dernière création, Dear Cell, une installation vidéo, illustre cette démarche. Hello. Bonjour. Vous voyez l'extrait de 15 vidéos depuis 20 ans où le concept de communication, de temps, de relation et perception
et sont communs au travail que je vais montrer à Vidéoform 2021. Donc mes images sont des idées de la réalité avec des autobiographiques. En dehors de vidéos, j'utilise d'autres méthodes comme la photographie expérimentale, le son, le texte, les actes performatifs, les optiques, les sentiments et bien sûr les concepts. Donc les images en mouvement d'une forme visuelle du temps et de l'espace. Aussi, je collabore avec des personnalités qui viennent de l'art, de la musique, de la littérature, des sciences et dans certains projets avec certaines personnes clés, les protagonistes. Ici, 21 personnes qui prononcent le message, le plus important message qu'ils voulaient donner, et donc sans son. Ils montrent qu'est-ce qui se passe quand le extérieur est séparé du message. Ça inclut un son qu'on ne peut pas entendre et certains symposiums. Ici, vous voyez de lait qui tombe et à un certain moment, le processus va être inversé et le temps va refluer. Donc l'œuvre d'art est donc une être autonome avec sa propre vie. Dans certaines occasions, je mets cette œuvre d'art indépendante, comme une vidéo par exemple, en relation avec un certain espace et un certain moment. Ici, c'est le premier œuvre que j'ai fait quand j'étais en contact avec deux immunologistes et ils ont expliqué l'immunologie avec la recherche sur le soi-même et le non-soi-même dans la vie. Ici, c'est un projet en cours sur le temps et les connexions. Quand je demande des personnes d'écrire une lettre à leurs parents et d'être conscient que sans un père ou une mère, on ne serait pas nous. Donc là, c'est un voyage où on avance et peut-être où on recule, où on revient vers l'arrière. Comme j'ai dit avant, j'ai beaucoup mon travail travers des situations autobiographiques comme une impulsion. Cette vidéo était faite chez une coiffeuse en Autriche qui avait des liens de parenté avec ma mère lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ici, vous avez du sel qui attend. J'ai utilisé une balance qui appartenait à ma grand-mère. Et aussi dans ce cas, le processus à un certain moment s'inverse.
L'œuvre d'art est un être autonome avec sa propre vie. Dans certaines occasions, je mets cette œuvre d'art indépendant en relation avec un certain espace et un certain moment qui forme un nouveau œuvre d'art qui ne peut pas être répété, que j'appelle ambientation. Donc Loving, donc Aimer par exemple, était projeté sur une grande dôme de la Nuit Blanche à Paris et dans un environnement où l'acte des serveurs de vidéo projeté dans les serveurs de Vidéoform en 2021. Aussi ici, vous voyez le lait qui passe. Le lait en mouvement. Ici, c'est un travail que j'ai conçu en 2019, donc inspiré d'un travail d'un artiste de vidéo autrichien. Donc, le montage, je l'ai fait lors du premier confinement à cause du pandémie Covid en Italie. Donc, le travail de mon projet de recherche interdisciplinaire qui est sur la perception de la soi-même, non soi-même, basé sur le principe de immunologie, la différence entre le soi et le non-soi. Donc, 17 chercheurs et de immunologie et de neurobiologie ont participé et ensemble, avec leurs sujets de recherche, les protagonistes. Donc ça éclaire la perception et donc les scientistes ont écrit une lettre par main, comme vous avez vu avant, et l'objet de la recherche, les sujets de recherche sont adressés, ils ont adressé cette lettre eux-mêmes. Donc, de voir le sujet d'un nouveau système artistique. Donc, l'enregistrement que vous avez vu sur l'écriture d'avant montre une calligraphie qui détermine l'individu. Ici, vous voyez la transcription qu'on peut lire, c'est qui est comme un document. Les cellules montrent les photographes, les vidéos et génèrent les données, des protéines, les neurones, les cellules et tous les systèmes vivants produits par les laboratoires des scientifiques qui font partie du projet. L'image est la preuve de qu'est-ce qui se passe. Cette esthétique est indépendante de sa valeur. Donc ces images, on les porte dans nos corps. Voilà les yeux des scientifiques. Ils utilisent des technologies de pointe et des microscopes qui ont été produits directement pour eux. Mais c'est avec l'œil, le don, le cadeau de la nature, donc ils puissent capturer, voir. L'œil est notre organe le plus beau et mon habitation de voir la recherche entre la recherche et l'objet et voir le dernier, voir et de voir l'ambition et l'auditoire. Merci beaucoup, Regina. So we are back on stage.
Donc, on y revient sur le... Regina nous a invité, je vous invite à nous joindre sur le... si vous êtes là. Et après, cet après-midi, on avait une nouvelle étape technique. On a 2 Skype. Donc, vous pouvez joindre Gina et Scott, qui est de Hong Kong. Donc, Regina, vous avez le temps. Est-ce que vous pouvez parler, Gina? Est-ce que vous êtes connecté? Non, c'est Scott, pardon. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonjour. Je sais que c'est très tard pour vous à Hong Kong. C'est bon, c'est bon. Mais vous êtes parfait, vous avez l'air très frais. Donc, merci Scott et Gina. Vous m'entendez, Gina? Oui, je vous entends. Donc, c'est parfait. Donc, nos mondes et connexions et les arts digitales numériques sont... Je sais que beaucoup d'entre vous connaissez vous-même et vous appréciez le travail des autres. Je sais que c'est le cas ici avec Gina, Scott et Regina. Donc, je suis très content de parler avec vous. Merci. Donc aujourd'hui, un grand écart entre l'Argentine, Hong Kong, et pour une fois, la France et le Clermont est le centre du monde. Et donc comme la gare de Perpignan pour Dali. Donc on va commencer avec le dernier chat, les sciences non conventionnelles. Et donc l'idée sous-jacente ici, c'est qu'on va déchiffrer comment on va parler de la science et comment la science et les chercheurs nous parlent d'une façon qui va au-delà d'une façon académique de voir les choses ou le format de recherche. Donc Gina, vous êtes une conservatrice, donc vous êtes aussi un critique d'art. Peut-être vous pouvez réagir, si vous voulez, sur les mots des 2 artistes. N'hésitez pas de réagir. Et donc ma première question, c'est pour vous, les 2 artistes. Qu'est-ce qui vous a poussé d'investir dans les sciences et les technologies? Je ne sais pas, Regina, je sais que les cellules B, les cellules T, ils ont plus de secrets pour vous. Et pourquoi d'où vient votre intérêt dans les sciences? Je suis intéressé dans la vie. Et les sciences, une activité qui essaye de comprendre la vie et la nature. Donc c'est pour ça que j'adore les sciences. Est-ce que c'est votre première collaboration avec des laboratoires et des scientifiques et des chercheurs? Parfois, je collabore avec d'autres artistes, des musiciens ou des artistes visuels et aussi avec des personnalités qui viennent de la philosophie ou l'histoire de l'art. Mais je n'avais jamais travaillé auparavant avec des vrais scientifiques purs et durs et du science dure. Et c'est la première fois, oui. Je sais que l'idée est, comment on peut le dire, donc les scientifiques donnent leur vie pour le sujet de recherche. Est-ce que c'est un hommage à cette forme de travail, de vie des scientifiques? Oui, bien sûr.
Peut-être je peux dire sur les cellules DSL, donc le travail que je vais exposer ici à Vidéoforme. Et dans ce point de vue, je suis très content d'être ici en réel et à Clermont-Ferrand. Et j'aimerais bien remercier Vidéoforme m'avoir invité et remercie beaucoup à Gabriel Soucher, le directeur. Donc je suis très content que j'étais capable de réaliser ce travail en réel. Et donc DSL, donc chères cellules, si vous voulez, on voit la contribution de 17 immunologistes, donc c'est des chercheurs, et j'étais invité à leur laboratoire et j'ai compris qu'ils font un travail qui est très long, un travail qui peut durer une vie professionnelle entière et qui commence souvent par une intuition, mais après ça va continuer. Donc à travers beaucoup de difficultés, peut-être après 30 ans, si tout va bien, tout marche bien, on va voir une nouvelle thérapie pour les maladies. Donc qu'est-ce qui me connecte à ces scientifiques? C'est leur passion qu'ils ont avec l'objet et leur relation très profonde et très spéciale. Personnellement, aussi, parce que un chercheur ou un scientifique doit chercher pour quelque chose. Il ou elle a un objectif à atteindre. Donc, mais ils ont aussi besoin de capacité de quitter ce chemin, de voir autre chose, de découvrir l'inattendu. Et c'est dans ceci, je me sens très proche à ceci. Parce que je ne suis pas un chercheur, je suis quelqu'un qui trouve les choses. Les choses viennent vers moi. Et dans les sciences, c'est aussi l'impulsion créative, quelque part. Parce que vous êtes ouvert d'essayer des nouvelles façons. Donc, par exemple, Scott, est-ce que vous êtes un artiste chercheur ou un chercheur artiste? Donc, je parle de faire hommage à des sciences et des scientifiques. Et dans le travail de Regina, vous, j'avais l'approche de l'innovation. J'ai l'idée que pour vous, l'innovation et l'art est très important pour vous. Oui, c'est vraiment vrai. Je suis d'accord avec beaucoup de ce que Regina a dit, que dans le sens que j'ai été attiré par les sciences parce que c'est une étude fondamentale du monde autour de nous. Mais je crois que pour moi, qu'est-ce qui m'a attiré, c'est que, et je crois que Gina me dirait la même chose, parce que Gina est une super joueuse de piano. Si on va en dessous de la surface des musiques, c'est les maths, c'est les mathématiques. Donc les sciences vous offrent une différente fondation qui laisse vous construire une œuvre d'art sur une base qui ne serait pas attendue des arts classiques. Donc le monde qui va évoluer et développer parce que vous faites partie d'une pratique critique. Et je crois que j'ai travaillé avec beaucoup de scientifiques depuis 20 ans et chacun était super. J'ai jamais eu une mauvaise expérience avec eux. Et donc il y a quelque chose, comment art et une forme d'interruption de leur travail, où au lieu de regarder leur sujet pendant très très longtemps d'un point de vue, rappelez-vous, un scientifique travaille beaucoup pour séparer eux-mêmes de leurs expériences. Alors un artiste travaille très fort pour se mettre dans leur expérience. Donc c'est une différente forme d'engagement. Les artistes, ils vont casser leur pratique d'une bonne façon parce que vous allez joindre leur recherche, mais vous voir ça plus d'une façon créative de leur approche. C'est un point de vue très différent pour eux. Je ne sais pas si je suis un artiste ou un chercheur, je suis simplement quelqu'un qui a bien une investigation critique et de voir les projets de beaucoup de points de vue. Et les sciences présentent une fondation très intéressante pour moi pour démarrer. Gina, si vous voulez rebondir, réagir, comment vous êtes engagé avec la création? Donc je sais, quand on parle des sciences aujourd'hui, moi je ne suis pas un scientifique du tout. Je crois que j'ai travaillé avec des scientifiques, mais pas beaucoup. Donc qu'est-ce que je pense, c'est que
la notion de qu'est-ce que la science est change sur le temps. Et actuellement, la science est un champ élargi et qui va consolider la fiction aussi. Si on pense que qu'est-ce que les gens pensent de science, c'est maintenant, je ne sais pas si on peut séparer les sciences et la fiction, parce que la science on atteint les limites et doit même dépasser les limites. Maintenant, comme je dis, c'est un champ élargi et la fiction propose plutôt tard, la science va essayer de le faire. Et donc, je crois que c'est une relation très intéressante entre l'art, la fiction, la science et les technologies. Si on pense aujourd'hui que la plupart des personnes, quand on parle de l'intelligence artificielle, par exemple, maintenant, on ne sait pas si on parle à une personne ou pas. On doit dire qu'on doit un être humain parce que parfois on doit évaluer qu'est-ce qu'un être humain et donc je crois que vraiment vous êtes une maîtrise dans l'art. L'intelligence artificielle, je crois qu'il voulait dire l'intelligence artificielle. Pardon, vous avez je sais que c'est votre domaine. Donc aujourd'hui, on va faire des recherches sur l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que c'est que les êtres humains vont disparaître et comment la société pense de la science aujourd'hui, actuellement, avec la pandémie qui a commencé en 2020. Maintenant, on a une approche différente, une approche sociale vis-à-vis des sciences. Donc, les sciences, ça dépend qui est derrière les découvertes et les recherches. Souvent, on parle des grandes entreprises, l'industrie, la puissance homogénique. Donc, c'est difficile de unifier la science avec l'art en sachant tout ceci. Donc, tous ces mécanismes vis-à-vis de la science. Bien sûr, qu'est-ce que vous faites tous les deux? C'est un lien avec les sciences dans la meilleure façon. Mais c'est pourquoi je suis intéressé dans les arts. Dans l'art, on n'a pas besoin de publier les résultats. Qu'est-ce qui compte le plus? C'est le processus. Et je crois que ça, c'est vraiment la génie de l'art. C'est le processus qui va transformer nous. Donc, je me souviens toujours de Marshall dit que le média et le message, le consommateur n'a pas besoin de la validation des scientifiques, ça dépend de la perception. C'est déjà vrai une fois que je vous le dis, et je crois que c'est plus que l'art travaille, et c'est comme ça que j'aime bien penser à l'art, plus que les sciences. Mais les sciences, quand vous le mélangez avec l'art, vous allez avoir des surprises. C'est sûr, définitivement. C'est qu'est-ce que je pense. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions de l'audience. Dans le chat, Garance, non, Tessa? Non, pas de commentaires pour le moment. OK. Est-ce que je peux dire que je veux dire bonjour à Regina et Scott? Je suis très content de vous rencontrer et je voulais dire que j'ai rencontré Scott en 2010 et en Taïwan et c'est la première fois qu'on s'est rencontrés depuis. Donc, on parle beaucoup, mais on ne fait pas des appels vidéo avec Scott. Donc, merci pour donner l'opportunité de reconnecter. Et donc, c'est très important pour nous. Et j'aimerais bien associer Taipei avec vous, Gina. On s'est vraiment bien amusé. On a vraiment bien s'amusé. Donc, merci Vidéoform de nous mettre tous ensemble, tous les trois. C'est extraordinaire. Donc, j'ai une autre question. Quelles sont les difficultés
rendre les données scientifiques visibles. Pour vous, Regina Scott, vous avez des difficultés de, de travailler avec les scientifiques des données? Non, non, pas du tout. Non, il n'y a aucune difficulté de transformer, je ne sais pas, l'idée dans une forme visuelle. Pour moi, les choses se passent automatiquement et d'une façon intuitive. Bien sûr, avec le forme visuelle, donner une relation qui se passe dans les sciences dures, par exemple dans DSL, donc mon travail chair cellule, donner une forme visuelle, ça devient plus compréhensible à des personnes qui ne comprend rien de l'immunologie ou sur les sciences, parce que c'est un différent langage, bien sûr, et un langage plus immédiat. Et donc l'idée de l'espace dans la chapelle de l'Oratoire en Clermont-Ferrand, comment vous travaillez avec cet espace? Pourquoi vous décidez d'avoir 4 vidéos et d'avoir 3 sections, 3 écrans, l'œil à la fin de la chapelle? Donc cette conceptualisation est facile ou non? Ou est-ce que c'est un processus? Je dois dire que dans ce cas-là, c'était naturel. C'est une naissance naturelle, si vous voulez. Donc, Gabriel Sucher a proposé cet espace pour moi et j'ai immédiatement pensé que c'était parfait pour DSL parce que l'espace, c'est un oratoire qui vient du XVIIe siècle. C'était utilisé une fois pour faire de la prière, vous priez. Mais je veux dire que pour être dans un état où vous quittez votre soi-même et vous quittez votre ego, vous allez dédier vous-même à autre chose. Et ça, c'est une similitude dans la recherche et dans les chercheurs que j'ai rencontrés, c'est immunologistes que j'ai rencontrés par l'Institut Sud de Marseille. Donc c'est des personnes, ils ont dédié toute leur vie et leur propre passion à leur travail. Le silence et le vide de la chapelle de l'Oratoire aussi et marche d'une façon très naturelle avec le côté essentiel de DSL. DSL est composé de 4 vidéos, donc 2 vidéos vont regarder les lettres que les scientifiques ont écrites et vis-à-vis leur sujet de recherche, et après ils ont écrit eux-mêmes, on personnifie le lettre, donc on a l'écriture à la main qui sont affichées sur un écran plat d'une façon verticale qui va refléter plus un papier, feuille de papier où vous allez écrire une lettre. Et après, on a la transcription de ces lettres. On a les cellules. Donc là, c'est une grosse simplification parce que c'est des neurones, des protéines, des systèmes vivants qui ont été fournis par les scientifiques, produits dans leur laboratoire de CML. Il y a aussi un autre institut INMET, un institut de neurobiologie, toujours à Marseille, et j'ai filmé l'œil de chaque chercheur et de chacun de ces 17 chercheurs. Et bien sûr, c'est logique, pour moi en tout cas, c'est logique, ou naturel même, que l'œil, l'oratoire de recherche de ces lettres que vous allez voir reste dans cet endroit saint de la chapelle. Donc j'ai mis l'œil au milieu de la chapelle, le sujet, l'objet de recherche. Donc il y a un écran qui descend, on peut voir l'image des deux côtés avec les cellules. Et c'est la seule partie
qui sont qui sont dans une vidéo en couleur, donc des images dans des vidéos courts, et de l'autre côté, il y a les lettres. Donc ces trois parties, sauf l'écriture à la main qui est dans un écran dans un autre espace, ils ont la même taille parce qu'ils ont la même importance. Ils sont au même niveau. Comme l'espace de la chapelle de l'oratoire, dans tel espace, il n'y a personne qui est plus important ou moins important. Donc, par exemple, pour vous, Scott, est-ce que c'est aussi naturel que Regina? J'ai l'impression que l'art et les sciences, c'est dans votre propre ADN. C'est très simple. Donc, je dirais que mon approche est différente dans le sens que normalement, je regarde des systèmes. Je vois des systèmes. Quand je regarde des sciences, c'est pas vraiment les données, c'est plutôt la force et l'énergie qui est capturée à travers ces données. Donc, pour moi, c'est un moteur, c'est une énergie pour faire les connaissances. Donc, énormément, c'est sculpture cognitive ou une image en mouvement ou une animation. Donc, je crois que c'est plus l'énergie que le visuel de la nature et des sciences qui m'attire. Ça me donne une façon d'utiliser les énergies naturelles sans endommager l'environnement moi-même. Et les scientifiques savent comment capturer l'énergie dans la Terre autour de nous professionnellement. Et là, ça me donne une fondation incroyable de faire de l'art qui est en mouvement, basé sur ceci, basé sur cette énergie. Donc, à partir de là, la visualisation peut aller dans n'importe quelle direction. Je ne sais pas si Gina voulait réagir. Oui. Moi, je me rappelle, il y a plusieurs années, je travaillais, et ça me rappelle ça, Scott me rappelait, je dis moi que je suis musicien, je suis un compositeur de piano, et j'ai commencé à travailler avec des artistes de Taïwan, et eux, Wei Bangong, désolé pour la prononciation, et lui a présenté une œuvre de l'art sur le paysage mental. Et moi, j'avais une idée de porter cet appareil lié au cerveau lors de mon performance de piano live. Et j'étais invité à ce moment par TEDx. Et je savais qu'on serait dans un très grand théâtre. Et donc, j'ai commencé. Originalement, c'était une installation de cette œuvre d'art dont je vais parler. Mais quand j'ai vu cette situation qui arrivait, je pensais à dire pourquoi on utilise, et donc j'ai mis cet appareil sur moi, et l'œuvre de l'art, consistait ces capteurs qui prennent les valeurs de votre cerveau, et selon qu'est-ce que vous pensez, chaque valeur est différente selon de quoi que vous pensez. L'artiste va programmer différentes images et différentes couleurs, des images complètement abstraites, et ça dépend de l'attention ou la méditation et de paysages différents. Donc, je voulais essayer ceci pendant que je jouais le piano, parce que la plupart tout le temps, les gens disent qu'est-ce que je pense quand je joue au piano? Est-ce que c'est plus technique, si je suis concerné par l'aspect technique, ou je pense aux mélodies, ou jouer avec mon cerveau. Donc je voulais l'essayer. Et c'est comment l'œuvre d'art est devenue quelque chose d'autre, peut-être plus, quelque chose de différent. Et après, ceci, on a découvert que j'étais 50-50 à la fin. 50-50. Et donc j'ai eu l'idée d'emmener cette œuvre d'art avec l'artiste taïwanaise qui est venu à Rosario avec Jason Lee, le programmateur, d'emmener cette œuvre d'art aux écoles, et dans les écoles qui vont jamais au centre. Et aussi, c'est partie de nos missions de 404, et donc de mettre cet appareil sur des étudiants et des enfants, voir comment ils réagissent. Je me rappelle, c'était une super expérience, très émouvant. On était très surpris et excités quand les enfants applaudissent. Tous les écrans étaient pleins de couleurs et l'œuvre d'art n'était pas programmée d'être comme ceci.
Donc, donc là, c'est mon dernière expérience sur la musique cet appareil sur les ondes du cerveau. Et je me souviens de ça parce que parler des valeurs des données, donc ça peut être visible dans ce travail. Donc c'est un challenge. On ne sait jamais comment sont nos pensées sommes. Peut-être ça c'est une bonne idée, on ne sait jamais. Donc c'est une bonne question. And I don't know if you agree with me. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, vous tous les trois. Perhaps you can say Peut-être vous pouvez dire que parler de la science, et c'est aussi parler de la politique. Est-ce que vous pensez que c'est correct? Par exemple, Scott, vous parlez de l'écologie, et je ne sais pas, Regina, si l'idée des actions politiques, la science, c'est une interaction ou non. Peut-être Scott pourrait démarrer, réagir. Oui, je dois faire très attention à ce que je vais dire là. Oui, on vous surveille. Donc, avant Hong Kong, j'étais à Singapour. Singapour était la même façon. Tous les contenus médias sont contrôlés par le gouvernement. C'est une question difficile. Oui, vous ne pouvez pas serrer, comme Gina disait, vous pouvez serrer la science dans les grandes entreprises, mais on ne peut pas séparer les gouvernements qui soutiennent. J'ai commencé à UCLA et tout UCLA est financé par le militaire américain. Donc vous faites de l'art qui vient de quelque chose que vous êtes complètement désaccord avec. Mais si je dis ça en même temps, l'Asie a une approche très différente pour l'art que l'Occident. Dans l'Occident, l'art, c'est une indulgence, c'est quelque chose que les riches achètent pour le mettre sur leur mur. En Asie, c'est considéré comme un outil pour l'innovation que va stimuler la pensée créative. Donc ils encouragent les artistes de travailler avec des scientifiques beaucoup plus. Et presque on en est toujours donné de l'argent pour que les scientifiques vont travailler des artistes. Donc on encourage de travailler avec les scientifiques, les technologies. Donc c'est beaucoup de financé dans une situation où vous n'allez pas vraiment avoir la confiance sur l'organisme qui le soutient. Est-ce que vous avez eu confiance de la famille Medici? Si vous allez financer vos peintures, il faut regarder l'opportunité de faire de l'art dans n'importe quelle façon. Est-ce que c'est un compromis là ou est-ce que je sais pas. Je suis d'accord. Aussi, chaque fois qu'on ouvre le frigidaire, on parle de la politique partout. Oui, c'est une question de puissance soft, douce. Donc, pour Regina, par exemple, quand je parle de les sciences et les politiques, dans votre travail, vous révélez une fascination, je ne sais pas si c'est un bon mot, une fascination pour la science, et peut-être aussi, est-ce que vous révélez des détresses, plus en plus de détresse par les scientifiques. Je ne sais pas si les chercheurs veulent dire ça, si la confiance du public et la science. Oui, non, pas vraiment. Les lettres qu'ils ont écrites sont très personnelles et dans certains cas, oui, ils touchent sur la relation entre les scientifiques et les chercheurs et l'environnement. Quand je parle de l'environnement politique ou la perception des personnes dites normales, la science et l'art aussi sont extrêmement chers. Et donc c'est un privilège de réaliser la recherche scientifique et aussi de l'art. Et vous avez besoin de financement. Le financement est politique, bien sûr, parce que sans des organisations, des associations, sans des personnes qui payent des impôts et des politiciens qui distribuent ces impôts, c'est pas possible. Et dans ce moment du pandémie, je crois que
les politiciens doivent collaborer avec les scientifiques, sinon on ne va jamais s'en sortir. Dans certains cas, ça marche très bien, et dans d'autres cas, ça ne marche si bien. Donc, pour être sûr, c'est un moment où il faut comprendre, réaliser qui peut avoir des choses vraies et peut avoir des perceptions. Mais les choses vraies sont les choses qui peuvent être prouvées et qu'on peut répéter. On est bien sûr dans une situation avec le Covid, par exemple, avec les vaccins, on sait seulement, on a très peu de temps pour faire des expériences. Avec ça, on peut sortir de cette situation. Donc, c'est un moment, et on faut faire confiance à chacun. Les politiciens doivent avoir confiance aux scientifiques, ils vice versa. Et nous, on doit avoir confiance à eux aussi. Donc, les personnes, les chercheurs qui j'étais en contact, c'est des immunologistes, et on a travaillé en 2019. Je dois dire que depuis, ils sont des biologistes, ils savent vraiment bien qu'on est une chose entière, un être humain. On sait très bien qu'un virus peut créer un désastre mondial. Pour eux, rien n'est nouveau. Ils sont très conscients de la possibilité dans la vie bien sûr, les difficultés que les personnes, est-ce qu'ils doivent avoir confiance? Mais qu'est-ce qu'on doit observer? Que même si maintenant on a une éducation globale, les enfants, on sait la différence entre les bactéries et les virus. On apprend ça à l'école. Mais néanmoins, beaucoup de personnes veulent aller en arrière, veulent croire dans les pains. Si on fait comme ça, je vais être en bonne santé ou je ne dois pas aller dans ce chemin. Je ne sais pas, peut-être on a besoin d'un peu de mystère. Je ne suis pas d'accord avec ça, bien sûr. C'est humain, sans doute. Est-ce que vous avez contacté ces chercheurs après la pandémie? Parce que leur discours peut changer avec les virus, les bactéries. Mais aussi, il y a beaucoup de questions. J'ai très peur. J'habite à Rome, Italie. Italie, le premier pays qui était un jour sans masque, rien. On voyait que les personnes, c'était terrible. Et dans ce cas-là, bien sûr, je les appelais. Est-ce qu'il y a un espoir? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, ils étaient très silencieux. Restez chez vous, fermez vos fenêtres, ne sors pas et attends. Donc là, c'était les questions. Et c'est qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, dans une certaine façon, excusez-moi, on doit accepter que c'est la nature qui donne les règles. C'est pas monsieur politicien qui veut me confiner. Je crois que Scott, votre invitation ici, avec le très mauvais météo ici, en Auvergne, c'est la nature, elle la contrôle chez vous. Oui, c'était vraiment une expérience assez incroyable. Donc je sais que toute cette histoire, c'est incroyable combien de personnes sont venues ensemble pour m'aider. Les agriculteurs ont passé pour m'aider. Des écoles, le théâtre local, Clermont-Ferrand a dominé leur personnel, leur camion. À la fin, j'ai eu un très grand groupe nouveau. J'ai beaucoup de nouveaux amis dans cette région et j'ai une super histoire à raconter, donc j'ai aucun regret sur cette expérience. Les personnes qui étaient super, travailler avec ces personnes, et là, c'était vraiment très bien de travailler avec eux.
Et Gina, donc cette question, la technologie, l'art, les sciences, ou c'est une confiance? Est-ce que c'est une question aussi? Est-ce que vous êtes été confronté par la controverse dans le festival sur une technologie spéciale, l'intelligence artificielle, etc. ou non? Non, non, pas vraiment, non. En tout cas, pas jusqu'à maintenant. Moi, je pensais plutôt, quand je vous ai entendu parler, qu'il y a aussi une très forte relation entre les sciences et la religion. Et aujourd'hui, on vit dans une société avec multiples couches. On voit des personnes qui pensent l'avenir et beaucoup de gens qui passent sur les moyen âge. Donc c'est un problème pour vis-à-vis des sciences et des pandémies. Je voulais dire quelque chose. Dans mon pays, les médias essayent de nous convaincre des personnes qui ne veulent pas prendre le vaccin russe, par exemple. Donc, les sciences, c'est impossible de séparer de qu'est-ce qu'on vit tous. On vit dans une société de médiatifs, plein de médias. Les médias sont contrôlés par les puissances économiques. Les politiciens sont entre le milieu de cette relation. Et donc c'est un paysage toxique. Je voulais en parler ceci. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos pays, que les politiciens qu'il y a le russe, oui, l'indien, non, le Oxford, oui. Est-ce que ça se passe dans vos pays? Je voulais savoir, est-ce que les politiciens parlent des vaccins comme ça? Oui, c'est un problème ici aussi. Oui. Le comité voulait investir dans certains vaccins et donc Moderna et Johnson Johnson, et ils n'ont pas investi dans Sputnik ou dans le vaccin chinois, et parce qu'on est en Europe. Donc on est sous l'influence de les États-Unis et le Royaume-Uni, et les vaccins sont produits là, et biotech allemand. Donc c'est logique. Vous commencez avec les vaccins qui sont les plus proches de vous. Et je pense qu'en Italie, en toute l'Europe, on va utiliser sans doute le vaccin russe. Et ça, enfin, tout le monde doit faire un effort. Et on ne peut pas continuer de faire une différence entre ça c'est russe, ça c'est chinois. Et je n'ai pas confiance en eux. On ne va pas le faire. C'est un processus d'apprentissage. Et je crois qu'on comprend très bien, on doit rester ensemble, soudés, tout le monde. Est-ce qu'il y a une autre question de l'audience? Toujours pas? Je vais continuer. Donc on va parler de cette période étrange, je pense. Stay with the Trouble de l'essai de Donna Hathaway, qui est dans un des vidéos du festival 404, donc compost numéro 1 par Citron de Nardi. Et je pense que cette idée de rester avec les problèmes, donc c'est très topique maintenant. Donc c'est le bon moment de parler stay in the trouble. Stay in the trouble, donc rester dans le problème, les difficultés. Qu'est-ce que vous en pensez de cette expression? Un peu compliqué à traduire en français. Et donc je me rappelle de cette œuvre. Il n'a pas exactement tout ce qu'ils ont dit, mais je me rappelle qu'ils traitaient les limites, comment reconnaître les limites entre le nature et l'artificiel. Donc là, c'était leur travail. Et comme j'ai dit au début, maintenant, c'est presque impossible de reconnaître les limites entre le naturel et l'artificiel, parce que on devient des êtres artificiels. Et je ne parle pas de notre organisme ou notre ADN, je veux dire nos cerveaux. Qu'est-ce qu'on pense,
cerveau. Donc nos cerveaux ont été colonisés et c'est vis-à-vis la perception. Et bien sûr, ça va être traduit dans des espèces biologiques, je crois. Je me souviens de ce mot, était très bien. Okay, perhaps Scott. Peut-être Scott, How do you live comment in, vous in vivez Hong Kong? avec What is the les, case of the les artists in difficultés this period in à Hong Asia? Kong et quelle est la position de l'artiste en ce moment en Asie? Ça, c'est une question très chargée. Je dirais que le place d'un artiste, maintenant, on se casse pas la loi de sécurité nationale à Hong Kong et le gouvernement vont attraper des personnes qui militent contre le gouvernement quand ils sont en train de changer le système politique de Hong Kong. Donc Hong Kong est dans une transition très dramatique en ce moment, mais vous parlez de la politisation des vaccins. Et bien sûr, ici, on ne peut que voir les vaccins chinois. Les vaccinations occidentaux viennent petit à petit. On a commencé à Kronosvat et Xanatat, qui sont tous les deux de Chine. Donc, qu'est-ce que Ginny a dit à la fin que le bio, je crois que bio-art et biotechnologie, il va être le prochain vague. Et je crois que les engineering génétiques, c'est qu'est-ce que Chine fait depuis au moins une décennie ou plus, parce que c'est un des rares pays développés qui permet ceci. Donc il y a vraiment des laboratoires de pirates informatiques en Chine avec des étudiants qui essayent de modifier le matériel génétique. Soit ça va nous pousser vers la fin de la civilisation, ou va complètement redéfinir quels est nos corps. Et c'est très facile de mettre ça dans un point religieux. Comment vous osez modifier le corps humain? Il y a beaucoup de scientifiques qui pensent qu'on devrait le faire. Sinon, l'intelligence artificielle va nous dépasser. Et si on veut voyager dans l'espace, nos corps actuels ne pourraient pas le survivre. Donc, mais un corps qui était ingénieré génétiquement, on peut le faire. Je suis d'accord avec ce que Jean a dit. Je pense qu'on va vers on va perdre notre temporalité physique et devenir quelque chose construit vis-à-vis de quelque chose accidental entre notre père et notre mère. Et je crois que ça va venir assez rapidement dans cette partie du monde. Donc ça fait un peu effrayant peut-être. Donc Regina, vous voulez ajouter quelque chose? J'ai pas compris tout exactement parce que comme il vit à Hong Kong et vous avez un point de vue complètement différent de notre monde. Nous, on est ici dans la vieille Europe et on pense qu'on est au centre. Donc, et surtout la recherche dans l'immunologie, parce que j'étais en contact avec eux, ces personnes, le centre de recherche est là-bas dans l'Est, dans l'Asie, l'Australie, la Chine, le Japon, non? Donc je crois que ça m'a rappelé ceci. Je crois qu'on est arrivé à la fin, donc je voulais finir avec Gina, avec votre manifeste Media Magic et aussi une manifeste. Vous avez écrit que quand on vous dort, notre monde a des cauchemars. C'est qui les artistes? Eux, c'est qui eux? C'est les artistes? Non, je dis toujours, quand eux, c'est they, c'est les personnes qui contrôlent ce monde. Pas comme les artistes qui essayent de révéler les choses. Eux, c'est toujours les structures qui apparaît parfois devant nous comme un spectacle, comme un divertissement, comme des technologies, comme une nouvelle média, quelque chose de nouveau, mais c'est pas nouveau du tout. C'est les structures les plus vieux qui sont en train de réinventer eux-mêmes, qui essaient de
qui essaie de conquérir notre surprise, notre amour. Donc, sur la nouvelle écologie, le nouveau média, l'écologie de nouveaux médias, on est tombé amoureux des choses, les gadgets, les technologies. Et tout cet amour, c'est l'amour qu'on n'a pas pour nous-mêmes. Et je pense que c'est une bonne façon de finir, de ma part. Merci beaucoup, Gina. Donc, Regina et Scott, vous êtes d'accord que vous êtes réveillés, vous êtes conscients de ça? Oui, oui, absolument, absolument. Donc, merci beaucoup, tous les trois, mes trois invités. Au revoir à Hong Kong et Argentine et Rosario. Merci.